Aujourd'hui, jeudi 30 juillet 2026, nous avons connu ici à Abidjan, à la Maison de la Presse, au plateau, la première édition de la Journée du journaliste scientifique, couplée au lancement de l'antenne de Côte d'Ivoire du réseau des journalistes scientifiques d'Afrique francophone. La journée a été marquée par deux panels importants. Le premier a porté sur les journalistes et les chercheurs, comment contrer la désinformation. Le deuxième panel, il a beaucoup plus porté sur l'intelligence artificielle, comment les journalistes et les chercheurs peuvent s'approprier cet outil-là, de sorte à rendre la science vraiment accessible au grand public, à mieux valoriser les résultats de recherche. Et la désinformation consiste à produire de l'information pour induire en erreur le public. C'est la désinformation, c'est la diffusion de toute information trompeuse, erronée, dans le but de manipuler l'opinion, dans le but de l'induire en erreur, dans le but d'influencer les choix des populations. Et c'est vraiment dangereux. Si il y a le contact entre les chercheurs et les communicants que vous êtes, je pense qu'il n'y aura plus de barrières. Et cela a été dit par l'UNESCO. L'UNESCO a dit que pour éviter la désinformation, il faudrait que les chercheurs que nous sommes et les communicants se mettent ensemble pour véritablement travailler pour enrayer les fausses informations. La définition même de la valorisation scientifique, c'est les actions qu'on met en place pour transformer les résultats de la recherche en connaissances utiles, en innovation, en outils, services. Quand on est à cette étape de valorisation, il y a beaucoup d'enjeux juridiques, économiques, de partage même de cette connaissance qui prend place et qui rend difficile en fait la diffusion. Donc je pense que la question c'est pas tant la valorisation, c'est comment l'information scientifique peut être préventif en fait face à ces rumeurs. Lors de l'interview, le monsieur, il a donné le nom scientifique du modèle. Je lui ai dit, non, attention, peut-être moi je connais, oui, mais écoutez, il y a des lecteurs, peut-être le monsieur, il a dû arrêter l'école au CM2 ou bien en 6e, il a aussi besoin d'une telle information. Donc, ce n'est pas à nous de cautionner. Parfois, quand nous intervenons, on nous dit, bon, écoutez, employez les mots-clés, les mots-clés pour pouvoir se faire référencer. Oui, c'est bien, mais en réalité, ce que nous faisons, on s'arrange toujours pour simplifier les données, pour simplifier l'information comme il le faut. Donc, le premier défi, le défi de la numérisation. Est-ce que nous avons des centres de documentation numérique? Déjà, avant l'étape de CDM, c'est déjà passé, on est à autre chose. Est-ce qu'on les a eu? Au moins, il fallait. Ensuite, deuxième défi, c'est nous-mêmes. Je pense qu'au niveau de l'UFRICA, au niveau de laboratoire, nous avons pris la décision lors d'un atelier d'élaboration d'un document de recherche que ceux qui font la recherche sur nous puissent citer au moins 30% d'auteurs locaux. Parce que malheureusement, quand vous prenez les mémoires, les thèses, vous le voyez dans la bibliographie, celui-même qui est encadré, son nom n'apparaît même pas dans la Bible. Ça donne l'impression qu'il n'a rien produit. C'est lorsque nous poussons au niveau de l'entretien concernant leurs habitudes de vie, ils se rendent compte que, de manière générale, ils n'arrivent pas à se déconnecter. Ils dorment avec l'ordinateur. Ils n'arrivent pas non plus à dire « je ne sais pas ». Aujourd'hui, c'est devenu grave de dire « je ne sais pas ». Dès qu'on vous pose une question, le réflexe tout de suite, c'est de prendre le téléphone et d'aller à l'information. Mais à force, on se rend bien compte que le lien existe. Et les motifs de consultation, en général, c'est l'insomnie, des difficultés de concentration, l'anxiété, une consommation compulsive des écrans. L'intelligence artificielle a été utilisée depuis longtemps pour savoir ce que l'homme aime faire sur un téléphone portable. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle parce que c'est devenu génératif. Mais les outils génératifs, là, ça, c'est pas de l'intelligence artificielle. Ça, ce sont des assistants basés sur l'intelligence artificielle. Sinon, les données, là, ils ont commencé à analyser ça il y a longtemps, ça fait plus de 30 ans. Les gens ont cette confusion à penser que quand on dit IA, ça veut dire quelque chose qui est intelligent. Non, l'IA, ce ne sont que des algorithmes. Ils n'ont ni sentiments, ni émotions, et ils ne sont même pas capables de réfléchir. Ce ne sont que de grosses calculatrices. Et ils calculent quoi? Ils passent tout le temps à calculer des probabilités. Une intelligence artificielle ne fait que du calcul de probabilités matin, midi, soir. On ne fournit plus d'efforts parce que voilà, elle devient dépendant de cette intelligence artificielle là. Alors que je pense qu'il faut également regarder d'une autre manière donc l'avènement de cette intelligence artificielle puisque elle change nos pratiques. Moi, en tant que chercheur, en tant que docteur, par exemple, en sciences du langage, je ne vais pas en cacher, j'ai utilisé l'intelligence artificielle, par exemple, pour mes recherches documentaires. J'ai utilisé, par exemple, Perplexity, voilà, qui vraiment m'a fourni des sources documentaires référencées. Et donc,
s'est dit justement l'importance de cet événement-là. Moi, il y a quelques années, quand je lis un mémoire, là où l'étudiant a réfléchi, là, je connais. Là où il a fait du copier-coller, je connais. Et aujourd'hui, avec certains outils comme compilation, je peux copier, aller voir où tu allais copier. Pourquoi les enseignants-chercheurs ne feraient pas cet effort? Que d'être pressés pour valider les mémoires. Aujourd'hui, on ne va pas tout de suite sur l'IA. C'est ce que je dis quand je commence mon cours. Je dis quand tu as un sujet de recherche, ce n'est pas les moteurs de recherche qu'il faut utiliser en premier. Qu'est-ce que tu connais de ton sujet? Qu'est-ce que tu comprends? Il y a les outils de compréhension, les encyclopédies, etc. Les mots-clés, il faut les identifier. Tu n'as rien identifié, tu es sur l'IA. Tu es dans les chatbots. En tant que réseau, nous avons organisé donc cette rencontre de réflexion pour trouver des cadres de collaboration entre ces différentes entités que j'ai citées afin de mieux rendre la science qui sera bénéfique aux populations. Pourquoi rejoindre le réseau? La première des choses, c'est que il faut être journaliste ou étudiant en journalisme. La deuxième des choses, c'est qu'on a des opportunités de formation, des opportunités de participer à des conférences mondiales des journalistes scientifiques. Du coup, on invite tous les journalistes, tous les étudiants en journalisme à intégrer cette organisation que nous sommes afin que nous puissions, à travers des formations, à travers toutes ces opportunités que j'ai citées, faire avancer la science dans notre pays, la Côte d'Ivoire.